Eh bien, bonjour Francis Laplage, bonjour à toute l'équipe de Nous Chez Vous. Merci de nous retrouver à Douala pour cette nouvelle édition de Un jour, un événement. L'événement que nous avons choisi de mettre en avant pour cette journée, c'est bien évidemment cette prorogation annoncée et finalement là, en tout cas sur le plan de l'adoption du texte portant prorogation de ce mandat. Les députés l'ont donc fait, cela est rendu public en attendant bien évidemment l'étape du Sénat et la promulgation de cette loi par le chef de l'État. Nous en parlons avec un homme politique, il est d'ailleurs un des hauts cadres, des très hauts cadres du mouvement progressiste, Hilaire Zipan, qui en est le vice-président, nous fait l'amitié d'être avec nous dans ce studio pour cette question-là. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation, Hilaire Zipan. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. J'espère que je serai à la hauteur de l'attente de vos nombreux téléspectateurs. Alors nous avons environ 13 minutes, 15 minutes pour essayer d'évaluer, peut-être pas dans son entièreté, cette prorogation déjà actée sur le plan tout au moins de l'adoption par les députés, mais on se rend bien compte que c'est une prorogation, si on s'en tient aux informations du fonctionnement et des débats à l'Assemblée nationale avant son adoption, qui a fait couler beaucoup de salive, en tout cas de la part des députés de l'opposition. Comment, au mouvement progressiste, vous avez accueilli l'adoption de cette loi? Une évidence ou vous y avez vu des éléments qui pourraient porter, attirer l'attention des hommes politiques que vous êtes? D'abord, il faut dire que les arguments que le gouvernement a produits à l'endroit des députés pour demander la prorogation du mandat peuvent être sujets à beaucoup d'interrogations. Ce d'autant plus que lorsqu'on a prorogé le mandat des députés à la mandature 2017-2013, l'élément qu'on a mis en exergue, c'était la refonte de la liste électorale avec l'inscription biométrique, ce qui était une raison extrêmement valable. Nous savions bien entendu, à partir du 30 septembre 2013, que nous aurons les élections naturellement à cette étape. On savait bien également à cette étape-là que nous allons avoir la CAN qui aura lieu certainement au mois de juin de cette année, malgré la prorogation qui a été faite pour ce qui est de la CAN. Donc, le calendrier était connu d'avance. Cet argument, pour nous, c'est des agustis du bistrot qui ne permettent pas à la nature à comprendre. Ce calcul permet certainement au pouvoir de respirer. Mais voyez-vous, le contexte actuel, il est un contexte complètement défavorable. C'est-à-dire que vous avez le nord Cameroun qui a Boko Haram, vous avez l'est qui a complètement la pression avec la Séléka, vous avez complètement le nord-ouest et le sud-ouest qui sont les zones complètement en conflit. Nous ne sommes plus en crise là-bas, mais nous sommes en conflit. Parce qu'il y a des attentats, il y a des enlèvements, donc nous sommes en conflit. Le mouvement progressiste s'est prononcé suffisamment très longtemps sur ce sujet. Et le 28 mai, lors de la conférence de presse de Jean-Jacques Ekindi, il a été suffisamment clair. Il a dit qu'on ne pourrait pas mettre certainement le calendrier entre parenthèses sous le prisme que certainement la zone anglophone, elle a des problèmes. Parce que le même phénomène se pose en Casamance. Le même phénomène se pose en Syrie et le même phénomène se pose dans d'autres pays qui sont complètement en conflit. Alors on va dire, pour le cas d'espèce, vous avez évoqué ce phénomène qui se pose dans quelques pays. C'est peut-être pas le cas dans l'antériorité pour le Cameroun. On vit cette situation qui semble être inédite pour l'activité politique. Est-ce que la raison portée par le ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali, lorsqu'il défendait ce projet, ne trouve pas aussi un intérêt sur la question sécuritaire par rapport à la nécessité, en tout cas la volonté déclarée de l'exécutif, du gouvernement, d'organiser dans de bonnes conditions ces élections locales? D'abord, je pense que la politique de l'embuscade n'est pas la bonne politique. Vous y voyez une politique de l'embuscade? Elle est de l'embuscade. Et ces raisons sécuritaires, de votre point de vue, n'ont pas leur... Cela ne me semble pas être un fondement, parce que le président de la République, lorsqu'il a annoncé en début de l'année, du moins dans son discours fin de l'année dernière, il avait dit que nous serons en année électorale. Nous étions déjà dans la crise dans la zone anglophone. Peut-être pas avec la même ampleur. On en convient. Et cela justement pour dire que la thérapie ou les solutions que l'on propose à la clinique anglophone ne sont pas les solutions adaptées. Peut-être c'est le temps d'implémenter de nouvelles thérapies pour y arriver. Plus, parce que nous sommes en train de résoudre une erreur par nos mensonges. C'est ça le danger. En politique, il ne faut pas faire cette erreur-là. Parce que à l'heure actuelle, la crise anglophone, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne que les gens appellent à un dialogue. Elle donne que les gens veulent des interlocuteurs pour ce dialogue. Elle donne que les gens veulent la légitimité et la légalité pour ceux qui vont porter le dialogue au niveau de l'anglophonie. Mais il va sans dire que dans le fondement, la revendication première, c'est l'application de la forme fédérale de l'État. Ce d'autant plus que les gens le... Mais je voudrais préciser ici pour que les téléspectateurs le comprennent très bien.
Lorsqu'on a adopté la constitution du 18 juin 1996, le mouvement progressiste était le seul parti qui lui disait que ce n'est pas la meilleure forme de l'État qu'il fallait adopter, qu'il fallait passer à la forme fédérale. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Django Foncha était vivant et il avait fait une conférence de presse, bien entendu, bien avant, en 1992, pour dire que vraiment, tel qu'il voit la forme de l'État, elle n'est pas de nature à pouvoir garantir le développement dans sa décentralisation. Donc, par conséquent, il fallait donc déjà y penser. Anticiper serait la bonne méthode. Simplement parce que Django Foncha, un acteur majeur, l'avait dit, ou bien parce que les réalités camerounaises s'y prêtent? Il a été un acteur majeur de 1961 dans la négociation avec Idio. Donc il avait les éléments en sa possession pour dire que ce n'est pas la meilleure forme. Il fallait l'écouter suffisamment à l'époque, voir ses arguments et les prospérer. Donc mettant en place une réflexion qui pouvait faire en sorte que la forme de l'État, qui n'est pas la division de l'État, puisse être complètement argumentée. Et je termine en disant qu'en 2011, lorsque le coordinateur général du mouvement progressiste était candidat à l'élection présidentielle, j'en étais le porte-parole, nous avons fait campagne sur le fédéralisme. Donc ceux qui aujourd'hui pensent que la crise anglophone est un alibi pour pouvoir proroger ce trompe, parce que la thérapie qu'on propose n'est pas la bonne solution. Alors très bien, on a bien vu que les partis de l'opposition ont donné le ton au Parlement, le SDF notamment avec en tête son vice-président, l'honorable Oshi, d'ailleurs candidat investi du parti de la balance aux prochaines élections, à la prochaine présidentielle. On a vu que cette question a suscité des débats, l'opposition, le SDF s'oppose, estime justement que c'est un hold-up électoral ou bien constitutionnel, mais on a dans cette démarche une logique qu'on semble ne pas voir aller jusqu'à son bout. Est-ce qu'on aurait pu s'attendre, par exemple, à la démission des parlementaires du SDF pour marquer? Je suis assez surpris par le discours qui semblait être celui du SDF pour le moment. Deux raisons. Moi, à la veille, du moins, lorsqu'il s'est avéré que dans les réseaux sociaux, on avait demandé, on avait consulté le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat pour proroger. Tout à fait. J'étais avec le ministre chargé de la communication du SDF sur un plateau, qui se réjouissait du fait que la prorogation est une bonne chose. Après la lettre du président de la République, naturellement, il se réjouissait sur plateau concurrent. Je pense que les téléspectateurs qui ont suivi et qui ont la bonne mémoire de cette émission l'ont vu. C'est une chose concurrente à la vôtre. Aujourd'hui, on s'en rend compte que le SDF a fait retour à marche arrière et commence à s'en rendre compte que ce n'est pas une bonne stratégie. Toutefois, ce que je propose, bien entendu, à l'opposition, c'est que tous les partis qui sont en capacité d'avoir un candidat à l'élection présidentielle, c'est une bonne approche à mon avis, parce que nous travaillons dans le cadre de la plateforme, se déclarent leur candidature, première des choses. Comme ça, l'opposition va s'asseoir donc pour pouvoir déterminer le meilleur. Autrement dit, nous avons en capacité aujourd'hui à peine 22 partis politiques qui remplissent les conditions pour avoir un candidat à l'élection présidentielle. Tous ceux qui estiment qu'ils doivent le faire doivent porter donc leur candidature au grand public. Maintenant, dans l'intérieur de la plateforme de l'opposition, on va t'asseoir pour voir dans quelle mesure on va pouvoir désigner un candidat pour challenger. Parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui que la prorogation n'est pas la bonne méthode. On a déjà que la prorogation n'est pas la bonne méthode. La solution de la crise anglophone n'en est plus la bonne méthode. La gouvernance n'en est plus bonne. Donc il y a des points sur lesquels on se regroupe à l'heure actuelle. Alors très bien, on n'a pas beaucoup de temps. On va quand même s'interroger. On se retrouve dans un processus entre le marteau et l'enclume, organisé dans un désordre qui n'assurerait peut-être pas la légitimité sur l'ensemble des circonscriptions électorales. Exact. Ou bien la prorogation telle que actée avec un espoir d'apaisement. Est-ce que ce n'est pas le moindre mal? Non, ce n'est pas le moindre mal. La clé de voûte d'une république présidentielle, c'est la fonction du président de la République. C'est le président de la République qui définit la politique. On ne peut pas tout délimiter au président de la République. Permettez, la constitution camerounaise, qui est notre acte fondateur, qui détermine la superficie du Cameroun et les règles qui nous entourent, fait du président de la République la clé de voûte, bien entendu, de toute l'organisation sociétale. En institution, le président de la République nomme aux fonctions militaires et emploi, définit la politique de la nation, oriente le budget, prend des actes d'ordonnance, prend des décrets. Donc il a un certain nombre de pouvoirs. Premier élément. Deuxième élément, nous pensons que cette fonction donc, qui est extrêmement importante doit avoir l'assentiment de tous les Camerounais et pas vôtre. Et nous nous félicitons que les gens, on a aujourd'hui à peu près le nombre d'inscrits et des gens qui ont retiré leur carte. D'ailleurs, j'appelle les Camerounais à continuer à s'inscrire et à retirer leur carte. Toutefois, nous pensons donc maintenant que la circonscription électorale de l'ensemble du territoire national pour ce qui est de l'élection présidentielle, elle est unique. C'est-à-dire que celui qui vote à Koussiri a l'équivalent de celui qui vote complètement à Kambé. Dès lors, il faut se dire que si l'on prend pour mesure qu'on veut résoudre le problème de la sécurité par l'élection du président de la République, on risque d'avoir complètement une zone qui ne va pas élire le président de la République. Et là, on aura un président de la République complètement fragilisé. Il est temps, très important, que l'opposition se retrouve
pour qu'on puisse sortir. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a pris complètement le pays complètement en banque dans une politique de l'embuscade, comme je le disais un peu tantôt. En tout cas, c'est un avis démocratique, une opinion bien exprimée. Mais qui est fondée sur les arguments, des arguments de règles. Qui n'est forcément pas partagé par ceux... Ce n'est pas des arguments spéciaux comme celui des partisans, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, proche ou alors de l'exécutif. On va simplement espérer qu'en attendant, bien évidemment, la promulgation de cette loi adoptée par les parlementaires, il y a l'étape du Sénat qui va sans doute entériner au regard de la majorité du parti au pouvoir, et puis le président de la République devra promulguer. On est parti pour 12 mois supplémentaires pour nos parlementaires, 12 mois qui seront scrutés avec beaucoup d'attention, à la fois sur le processus dans son amélioration. Certains ont même parlé des circonscriptions électorales. Voilà ce que nous avions à vous servir pour cette édition de Un jour un événement. Francis Laplage et toute l'équipe de ce côté-là, très bonne suite de programme. Demain, nous serons là avec la grâce de Dieu et un autre invité pour une autre thématique.